Bonjour auditeurs et auditrices de RTF, l'émission sur les relations Taïwan-France. Ici Clément Tricot. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode donc de RTF, nous retrouvons le journaliste Pierre-Antoine Donnet. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, il nous parlait du dossier chinois Portrait d'un pays au bord de l'abîme, un ouvrage qui comprend des chapitres de 6 observateurs reconnus de la Chine, chercheurs, journalistes et autres. Et dans cet ouvrage, les différents auteurs traitent de sujets comme l'écologie, la place des femmes, la géopolitique ou encore la surveillance pour nous permettre de connaître un peu mieux la Chine. En tout cas, c'est l'objectif de ce livre qui se destine à la fois au grand public mais aussi à différents experts et professionnels. Aujourd'hui, notre échange et nos discussions vont plutôt se concentrer sur la place de Taïwan dans les médias, de la manière dont on peut parler de Taïwan dans les médias français. Pierre-Antoine Donnet a été en effet rédacteur en chef de l'agence France Presse pendant de nombreuses années. Et je trouvais aussi intéressant de profiter de son expérience sur cette question des relations Taïwan-France pour se poser la question de comment a été traité Taïwan dans les médias, comment ça l'est aujourd'hui. Et on va reprendre donc notre discussion à partir donc de l'ouvrage dont on parlait il y a 2 semaines. Et on va ouvrir d'abord sur cette question de la place des journalistes en Chine pour dériver ensuite sur Taïwan. Et alors ce livre, il m'évoque aussi, c'est un sujet que j'explore beaucoup en ce moment, sur lequel j'enquête un peu, etc., pour prendre du recul, c'est la manière dont on couvre plutôt Taïwan. Mais là, ce livre, ça m'a fait réfléchir par rapport à la Chine, parce que justement, on l'a vu avec le Covid, mais pas uniquement. Depuis plusieurs années, la Chine, elle complexifie l'installation ou l'obtention de visas pour des journalistes étrangers. Alors je peux prendre l'exemple du correspondant de Radio-Canada, par exemple, qui s'est finalement installé à Taïwan parce que ça a été compliqué pour lui et qu'il n'a pas pu aller s'installer, par exemple, en Chine. Il y a d'autres correspondants de grands médias américains, par exemple, qui ont finalement décidé d'aller s'installer à Taïwan parce qu'ils ont quitté Hong Kong ou parce qu'ils n'ont pas pu rester en Chine. Alors c'est difficile de parler d'un pays où on ne peut pas aller, où on ne peut pas être présent. Et aussi quand il peut y avoir des risques pour les personnes qu'on va aller interroger, il y a aussi des risques s'ils s'expriment, etc. Alors c'est difficile de parler d'un pays qui se referme, c'est toujours un peu la même difficulté. Mais alors comment on fait, comme vous par exemple, pour réussir à continuer et à parler de la Chine quand c'est difficile d'y avoir accès en étant sur place? Tout d'abord, je voudrais dire que quand j'étais correspondant à Pékin entre 1984 et 1989, je dirais pas que c'était un âge d'or pour les journalistes étrangers en Chine, mais presque, parce qu'on avait un contact quand même relativement facile avec la population chinoise, surtout pour celles et ceux qui parlent la langue. Bien que nous étions surveillés quand même de façon assez étroite, il était possible de faire en sorte qu'on rencontre des interlocuteurs chinois sans être observés. Aujourd'hui, ça n'est plus possible du tout, parce que D'accord. vraiment, la surveillance des correspondants étrangers est devenue extrêmement serrée, si bien qu'il est pratiquement impossible de rencontrer quelqu'un et de parler avec lui sans qu'il soit surveillé. Et donc, comme vous venez de le dire, en effet, s'adresser à un interlocuteur chinois peut comporter des risques pour cette personne. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, un certain nombre de correspondants ont décidé de s'installer à Taïwan parce que faire leur métier sur place en Chine est devenu complexe, sinon même impossible. Et d'ailleurs, la raison elle est très simple, c'est que justement, ces autorités chinoises ne souhaitent pas que ces correspondants étrangers sur place puissent comment dirais-je, répercuter à l'étranger une image de la Chine qui n'est pas celle que ces autorités veulent montrer. Ça, c'est un point. Mais ça va plus loin parce que certains de mes collègues, parce que je suis toujours journaliste, ont eu des menaces, soit contre eux, soit contre leur famille. Et donc là, ça devenait extrêmement périlleux pour eux-mêmes. C'est pour ça que, par exemple, effectivement, des correspondants, qu'ils soient américains, canadiens ou européens, ont décidé de partir de toute urgence. Pour certains d'entre eux, ils ont été expulsés. Ça également, c'est un autre fait qui est là, parce qu'ils avaient publié des papiers qui déplaisaient profondément aux autorités. Voilà. Alors maintenant, aller à Taïwan, oui, bien sûr, parce que là, la presse est libre, on rencontre qui on veut. Le débat d'idées est là, il est très fort, il est vibrionnant. Donc, se dégagent, si vous voulez, des idées intéressantes pour ces correspondants. Ceci étant dit, même si les journalistes ne sont pas présents en Chine même, il y a toute une série de moyens quand même pour savoir à peu près ce qui s'y passe. Et ces moyens, ben, ma foi, c'est pour ceux qui lisent le chinois, Bien sûr. de comprendre ce qui est écrit dans la presse officielle. En général, évidemment, c'est de la propagande,
mais il arrive de temps à autre quand même qu'il y ait des informations intéressantes. D'autre part, il y a des sources chinoises qui s'expriment par toute une série de biais, qui évidemment ne sont pas identifiés pour les protéger, ces sources, et qui disent la réalité des choses. Et enfin, il y a aussi des Chinoises ou des Chinois qui ont pris refuge à l'étranger, qui restent en contact avec leurs propres sources sur place et qui offrent là aussi des informations extrêmement intéressantes. Votre expérience de rédacteur en chef, de couvrir, on va dire, les sujets médiatiques en lien avec l'Asie, vous étiez en Asie de quand à quand, à peu près, juste pour recaler un peu. Bon, alors j'étais à Pékin entre 1984 et 1989. Ensuite, j'étais correspondant au Japon, à Tokyo, de 1993 à 1999. Après, j'ai été nommé en Pologne. Ensuite, j'ai D'accord. été 5 ans au Moyen-Orient. Et ensuite, j'étais aux États-Unis. Hmm. Donc voilà, en bref, ma carrière. Alors aujourd'hui, je reste journaliste parce que je travaille notamment pour Asialist, qui est un site spécialisé sur l'Asie et en particulier l'Asie de l'Est, un site d'ailleurs gratuit, je le souligne, Hmm. et nous sommes un certain nombre à écrire régulièrement, de façon bénévole d'ailleurs, là aussi je le signale, des papiers d'analyse ou je dirais pas de reportage, parce que certains d'entre eux ne sont plus sur le terrain, mais des analyses, raconter ce qui se passe par des faits, c'est-à-dire analyser ce qu'il dit ici ou là pour Hmm. ensuite faire des papiers. Alors avec une expérience comme celle-ci, bon d'ailleurs Asialist, je le précise avant d'aller plus loin, mais je mettrai le lien sur la page de cette interview parce que c'est vrai que c'est D'accord. un excellent site d'information sur l'Asie avec Mhm. que ce soit des journalistes ou parfois même des chercheurs hein, ou différents professionnels qui s'expriment avec des papiers de qualité. Alors pour continuer là peut-être aller sur Taïwan, alors quel lien? Est-ce que vous avez un lien particulier avec Taïwan vous personnellement? Ben oui, parce que pendant mon séjour à Taïwan, je m'étais dit que pour vraiment euh, apprendre de façon sérieuse la langue, j'avais décidé de vivre dans une famille taïwanaise. Hmm. D'ailleurs, je souligne bien taïwanaise et non une famille dont les parents venaient du continent chinois. Parce que là, j'avais le moyen, en fait, sur place, de ne pas avoir d'autre choix que vraiment d'apprendre la langue, parce que la famille où j'étais parlait pas du tout le français et très mal l'anglais. Et si bien que là, dans cette espèce de bain quotidien, j'ai trouvé d'abord des personnes très accueillantes, avec qui on pouvait parler d'absolument tout, et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un endroit où bon, il fait bon vivre, tout simplement. D'ailleurs, je voulais souligner effectivement que à l'égard de Taïwan aussi, pendant très longtemps, il y a eu des préjugés ou des sortes d'étiquettes qu'on collait sur Taïwan en disant, d'abord, souvent d'ailleurs, quand je Hmm. disais aux gens que je rencontrais rentrer en France que j'étais à Taïwan, on me disait, en Thaïlande, vous voulez dire? Oui, bah oui. Non, 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 Taïwan. Mais c'est où Taïwan? On ne connaît pas. Donc il fallait que je l'explique. Alors aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé parce qu'en effet, Taïwan explose sur tous les écrans radars parce que là, c'est effectivement l'épicentre des tensions créées d'ailleurs par les autorités chinoises dans la région. Bah, c'est vrai que ça, effectivement, moi, quand je suis parti à Taïwan pour parler un peu personnellement, avant de partir, quand je disais que j'allais à Taïwan, personne ne savait où c'est. 5 ans après, je reviens en France, tout le monde a compris où était Taïwan à peu près. Et arrivé à situer beaucoup plus, c'est la référence à la Thaïlande et n'apparaît quasiment plus. Et bien justement, par rapport à ça, quel regard vous avez sur la manière peut-être aussi dont étaient traités les sujets en lien avec Taïwan dans les médias, alors que ce soit à l'AFP ou peut-être dans d'autres médias. Comment on parlait de Taïwan? Comment on parlait de Taïwan? Alors, c'est très simple, c'est que les grandes agences de presse, hein, donc que ce soit l'américaine Associated Press ou la britannique Reuters ou l'AFP, ces trois agences ont toujours eu des correspondants à Taipei. Hmm. Ce qui veut dire que quand même, ces agences-là diffusaient des informations au quotidien qui traitaient assez fidèlement de l'actualité de Taïwan. Ça, c'est un point. Mais c'est vrai que jusqu'à une période relativement récente, il y avait peu de correspondants en dehors de ces agences de presse. Ce qui fait qu'on perdurait un regard un peu diffus d'incompréhension sur ce qu'était Taïwan. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, comme vous-même vous l'avez dit.
c'est parce qu'aussi il y a de plus en plus soit de correspondants permanents, soit de missions de journalistes qui vont sur place. Et justement, ces tensions qui s'aiguisent autour de Taïwan ont fait en sorte qu'il y a un intérêt nouveau des journalistes pour Taïwan d'une part, mais aussi un intérêt nouveau de l'opinion occidentale sur Taïwan, qui fait que ça nourrit le fait qu'il faut parler de cette île, et donc ça intéresse les rédactions qui de plus envoient des correspondants sur place. On a même constaté, hein, j'imagine que ça, vous l'avez peut-être constaté aussi, vous, mais même dans les termes qui sont employés, quand on parle des relations, bon, avec le voisin chinois forcément, quand on parle de réunification, bah là par exemple aujourd'hui, on voit beaucoup moins ce terme apparaître parce que les personnes ont un peu compris que bah, la République de Chine n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Donc la question de la réunification, c'était reprendre aussi en partie le discours de Pékin. Il y a toutes ces questions aussi de la manière dont on va parler de Taïwan qui sont complexes du fait de la situation locale qui a aussi évolué, hein. Ce n'est pas que du fait des journalistes, j'imagine, d'avoir du mal à parler de Taïwan, c'est aussi parce qu'à Taïwan, en 40-50 ans, il y a énormément de choses qui ont changé. Vous l'aviez dit tout à l'heure, quand vous y étiez allé dans les années 80. Oui, bah, Taïwan n'était pas dans la même situation qu'aujourd'hui, mais bon, ça, j'ai envie de presque dire, c'est normal, c'est un peu tous les pays qui évoluent au fil des années. Est-ce que justement, c'est une question que je me pose, moi, quand je travaille en tant que journaliste pour Radio Taïwan International, par exemple, est-ce qu'on s'engage quand on fait ces choix-là, quand on parle de réunification ou qu'on fait le choix de parler de Taïwan comme un État indépendant, comment on peut faciliter le travail ou peut-être conseiller des journalistes qui voudraient parler de cette situation pour essayer d'avoir un discours peut-être le plus factuel possible sans prendre position ni pour l'un ni pour l'autre, selon vous? Oui, et non, moi je ne dirais pas que c'est un engagement, c'est simplement une question de déontologie. Quand un journaliste s'exprime sur un fait, il doit reproduire ce fait de façon aussi honnête que possible. Je dirais même objectif. Bon, c'est un terme qui est très galvaudé, Oui. l'objectivité. Mais pour le discours sur Taïwan, effectivement, il y a des termes qui ne passent plus. Par exemple, le terme réunification, utilisé par les autorités chinoises, n'a pas lieu d'être. Parce que, effectivement, Taïwan n'a jamais été administré par le Parti communiste chinois. Et d'autre part, pour ceux qui s'y intéressent de plus près, quand on voit l'histoire de ce qui était Formose à l'époque, elle est assez éloquente car elle montre bien, de façon absolument irréfutable, que les courants migratoires du continent vers Taïwan n'ont pas signifié pour autant le fait que Taïwan était chinois. Et qu'aujourd'hui, on voit aussi, d'ailleurs, à travers tous les sondages qui sont publiés à Taïwan et qui sont faits, je pense, de façon quand même assez transparente, montrent bien qu'il y a une évolution pour le sentiment de la population de Taïwan d'être chinois ou taïwanais avant tout. Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce qu'on voit très bien que progressivement, cette idée de réunification ne tient plus du tout la route à Taïwan. Bon, écoutez, merci. En tout cas, bon, peut-être une dernière question qui est peut-être un peu plus pour moi par rapport aux recherches que je fais un peu. Je travaille pour un média public qui est taïwanais, donc Radio Taïwan International. On est sur les ondes de Radio Taïwan International aujourd'hui. Et ça surprend généralement quand je dis que les émissions sont faites en français. Vous, en étant ancien rédacteur en chef de l'agence France Presse, quel regard vous avez comme ça sur l'importance que peut avoir un média public dans une langue comme le français pour Taïwan? Quel intérêt ça a selon vous? Il est très grand parce que c'est pour le monde francophone. Donc le monde francophone, c'est pas seulement la France, c'est une bonne partie de l'Afrique, le Canada, la Suisse, la Belgique, pour ne citer que. Donc c'est aussi un contrepoids à Radio Chine International qui offre une vision évidemment totalement différente. Donc là aussi, ça participe à ce réveil de l'opinion occidentale surtout, mais pas que, sur ce que signifie aujourd'hui Taïwan dans le monde. Et donc oui, bien sûr, c'est crucial. Je pense qu'en anglais, évidemment, c'est plus important parce qu'il y a beaucoup plus d'auditeurs anglophones, mais l'un et l'autre se complètent. Bon bah merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet, nous arrivons déjà un peu au terme de cette émission avec France. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais merci à vous de m'avoir invité encore.
Chers auditeurs et auditrices, notre échange avec le journaliste Pierre-Antoine Donnet se termine ici. Je vous invite, si vous le désirez, à réécouter pourquoi pas l'émission d'il y a 2 semaines, toujours avec ce même Pierre-Antoine Donnet, ou à réécouter les autres épisodes de RTF, l'émission sur les relations Taïwan-France présentée par moi-même, Clément Tricot. Pour ça, c'est simple, vous pouvez aller sur la page de cette émission, vous abonner pourquoi pas au podcast, écouter ça dans les transports, chez vous, en faisant la vaisselle, tout ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres épisodes de RTF ou d'autres émissions La Ville en Pratique sur Radio Taïwan International. Je vous dis donc à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.